Le 29 juin 2026, le gouverneur de Californie annonce deux choses dans la même heure. Son État vient de finir de construire sa propre intelligence artificielle et il vient tout juste d'en acheter une autre à un concurrent. Épisode Californie, Poppy et Claude construire et acheter l'IA. Chapitre 1. Le même jour, deux paris opposés. Un gouverneur annonce dans la même heure qu'il a fini de bâtir sa propre IA et qu'il vient d'en acheter une autre. Gavin Newsom monte sur une estrade à Sacramento ce 29 juin et il ne choisit pas. Les deux outils qu'il annonce viseront les mêmes fonctionnaires, dans les mêmes bureaux, parfois sur le même écran. Selon le communiqué publié le même jour sur le site officiel du gouverneur, il présente un accord avec Anthropic qualifié de sans précédent qui donne aux agences d'État un accès à Claude à moitié prix. La formation des agents est gratuite et les développeurs d'Anthropic eux-mêmes fournissent l'assistance technique. Dans la même respiration et selon les pages officielles du département des technologies de Californie, son administration confirme que Poppy, l'assistant construit en interne par ce même département, sort de son année de pilote pour être généralisé à tous les départements dès le 1er juillet. 2 jours d'écart entre les deux nouvelles, pas 2 ans, voilà le paradoxe affiché en pleine lumière sans qu'aucun communiqué ne l'assume comme tel. D'un côté, un outil que l'État a voulu posséder de bout en bout, pensé, testé et déployé par ses propres agents. De l'autre, un outil que l'État vient d'acheter, au prix fort réduit de moitié, à l'entreprise privée la plus en vue du moment sur les modèles de fondation. On pourrait s'arrêter là et conclure à l'incohérence, un État qui se contredit en une seule matinée de communication. Mais il faut nuancer tout de suite avant que l'histoire ne se raconte trop simplement. D'après les pages officielles du département technologique et de son programme d'intelligence artificielle générative, Poppy n'est pas un silo hermétique qui exclurait Claude. C'est une plateforme qui permet déjà de choisir entre plusieurs modèles, Claude inclus, sur l'environnement sécurisé de l'État, sans verrouillage fournisseur. Autrement dit, Claude était déjà dans la maison avant même l'accord du 29 juin, simplement encadré par les murs de Poppy. Ce que Newsom annonce ce jour-là, ce n'est donc pas Claude contre Poppy, c'est un deuxième chemin d'accès à Claude, direct, commercial, moins cher, qui s'ouvre en parallèle du chemin déjà sécurisé par Poppy. Deux portes vers une partie du même paysage de modèles, ouvertes la même semaine, dans la même administration. Imaginez un hôpital public qui construirait sa propre pharmacie interne pour les traitements les plus sensibles, tout en signant, la même semaine, un contrat cadre avec un laboratoire privé pour les médicaments courants. Personne n'appellerait cela une contradiction, on l'appellerait une politique d'achat. Pourquoi un État a-t-il besoin de deux portes vers la même famille d'outils? La réponse tient en une phrase que peu de communiqués publics osent écrire noir sur blanc. Aucun fournisseur, aussi doué soit-il, ne couvre tout le spectre des besoins d'une administration aussi vaste que celle de la Californie, 40 millions d'habitants et des dizaines de départements aux missions qui n'ont rien de commun entre elles. La santé publique n'obéit pas aux mêmes règles que les transports et l'aide sociale répond à une logique encore différente des deux. Un seul outil, aussi puissant soit-il, finit toujours par forcer une tâche dans un moule qui ne lui correspond pas. Cette cohabitation n'est d'ailleurs pas née le 29 juin, elle existait déjà en germe, discrètement, avant même l'accord. D'après les annonces officielles du gouverneur, le service des permis de conduire et le service de santé de l'État utilisaient déjà Claude pour des projets ponctuels, l'un pour améliorer l'accueil des usagers, l'autre pour fluidifier des flux internes. Ce que change le 29 juin, ce n'est donc pas l'apparition de Claude dans l'administration californienne, c'est son passage d'usage isolé, toléré au cas par cas, à politique d'achat déclarée, généralisable à l'ensemble des agences, aux comtés et jusqu'aux villes. C'est la question qui structure tout cet épisode, et Sacramento vient de nous en offrir la version la plus nette qu'on ait vue depuis longtemps. Chapitre 2. Ce que Poppy sait faire que l'achat ne remplace pas. Un outil qui ne quitte jamais l'enceinte de l'État à un prix, et ce prix, personne ne l'affiche sur une slide. Poppy a une caractéristique que ni Claude ni aucun modèle acheté sur étagère ne peut revendiquer aussi nettement. Selon la fiche technique publiée par le département des technologies de Californie, Poppy tourne sur un réseau fermé de l'État et il n'est alimenté que par des sources officielles, les données rattachées au domaine public de l'État, rien d'extérieur qui viendrait polluer ou fuiter. Toujours selon cette même fiche technique, pendant sa phase pilote, plus de 2800 employés répartis dans 67 départements l'ont testé, remonté leurs usages, avant la généralisation prévue le 1er juillet 2026. C'est un chiffre qui mérite d'être pesé plutôt qu'admiré. 2800 personnes, réparties dans 67 administrations différentes, cela représente en moyenne à peine plus de 40 employés testeurs par département. Une base large mais fine, typique d'un pilote qui cherche la robustesse avant la vitesse, qui préfère la remontée de terrain au lancement massif. Sur un dossier médical ou un signalement de fraude, cette architecture fermée n'est pas un confort, c'est une condition. Aucun juriste public sérieux ne laisserait un modèle interrogé depuis l'extérieur ingérer le dossier d'un bénéficiaire de l'aide sociale sans savoir exactement où cette donnée transite ensuite, sur quel serveur elle repose, sous quelle juridiction. Poppy répond à cette exigence en gardant la donnée à l'intérieur, littéralement, dans l'enceinte réseau de l'État. Mais cette sécurité a un envers, et il faut le nommer sans détour.
Un système qui n'apprend que de ce que l'État lui donne progresse à la vitesse de l'État, pas à la vitesse du marché. Claude, lui, est entraîné et amélioré par une entreprise qui lève des milliards, embauche des centaines de chercheurs et sort de nouvelles versions à un rythme qu'aucune agence publique ne peut imiter, ni même suivre de près. Pensez à la différence entre un potager fermé, nourri uniquement par sa propre terre, et une halle de marché approvisionnée chaque semaine par des dizaines de fournisseurs qui se font concurrence sur la fraîcheur. Le potager ne tombe jamais malade d'un produit extérieur, mais il ne produira jamais la variété d'une halle qui se renouvelle en permanence. Cette différence de rythme n'est pas un détail technique réservé aux ingénieurs, elle détermine directement ce qu'un agent peut demander à l'un ou à l'autre système un mardi matin ordinaire. Poser une question inédite, qui sort du strict cadre administratif habituel, donnera de meilleurs résultats du côté du modèle qui progresse chaque trimestre. Traiter un dossier sensible, protégé par la loi, donnera plus de garanties du côté du système qui ne quitte jamais l'enceinte de l'État, même s'il répond, sur ce point précis, un peu moins vite et un peu moins finement que son concurrent commercial. Un DSI public qui a bâti son outil maison sait qu'il a acheté de la sécurité, mais qu'il a aussi acheté un plafond de vitesse. Ce plafond ne se voit pas le jour du lancement, il apparaît 18 mois plus tard, quand un concurrent d'un autre État déploie une fonctionnalité que Poppy n'a pas encore, parce que son équipe interne, aussi compétente soit-elle, ne compte ni les mêmes effectifs, ni le même budget de recherche qu'un laboratoire privé, financé par des investisseurs pressés de voir un retour. C'est exactement ce plafond que l'accord du 29 juin vient contourner, sans jamais le dire en ces termes. Chapitre 3. Le vieux pendule du build versus buy. Une administration américaine a déjà vécu ce dilemme, en pire, et il a fallu un effondrement pour trancher. Ce débat n'est pas neuf, et l'histoire récente de l'administration américaine en garde une cicatrice précise, presque physique. Le 1er octobre 2013, le site fédéral destiné à l'inscription à l'assurance santé ouvre ses portes pour permettre aux Américains de s'inscrire à une couverture. Il avait été construit très largement par les prestataires extérieurs, sur un modèle d'achat classique, chaque brique confiée à une entreprise différente, sans que personne n'assemble vraiment le tout avant le grand soir. Selon les analyses publiées par Brookings et par Federal News Network, le site reçoit environ 250 000 utilisateurs simultanés dès les premières heures, 5 fois le trafic pour lequel il avait été dimensionné, et il s'effondre en quelques heures. Sur plus de 4 millions de visiteurs uniques ce premier jour, seules 6 personnes parviennent à finaliser une inscription. 6 sur 4 millions. Le chiffre a quelque chose de presque comique s'il n'était pas si grave, un site pensé pour organiser l'accès à la santé de millions de citoyens et 6 dossiers aboutis avant la tombée de la nuit. L'échec est si total qu'il devient un scandale national, discuté jusqu'à la Maison-Blanche. Et la réponse ne se fait pas attendre longtemps. D'après le rapport officiel remis au Congrès par l'équipe chargée de la remise en état du site, un nouveau service est créé en août 2014, à peine 10 mois après le lancement raté, le United States Digital Service, avec un mandat clair, faire entrer dans l'administration des ingénieurs capables de construire et corriger la technologie publique en interne, plutôt que de tout confier à des prestataires extérieurs. Ce mandat n'était pas de tout reconstruire depuis zéro, mais plus précis, plus chirurgical, envoyer de petites équipes d'ingénieurs directement dans les agences en difficulté pour corriger le tir avant qu'un prochain projet ne s'effondre à son tour de la même manière, ce qui fait basculer le pendule franchement du côté de la construction maison. 13 ans plus tard, en 2026, la Californie regarde ce même pendule et refuse d'en choisir un côté. Elle construit Poppy, comme l'aurait recommandé ce service fédéral né de l'échec de 2013, et elle achète Claude comme le faisait l'administration d'avant la catastrophe. Ce n'est pas une erreur d'histoire, c'est une hypothèse posée sans le dire. L'hypothèse que le choix binaire d'hier n'a plus le même sens quand le fournisseur commercial change de version tous les 6 mois et que la doctrine figée dans le marbre de 2014 n'a peut-être plus la vitesse qu'il faut pour suivre le rythme actuel des modèles. Le service fédéral né de cet échec avait pour mission de prouver qu'une administration pouvait construire de la technologie moderne sans dépendre entièrement d'un prestataire. Il l'a prouvé sur des dizaines de projets fédéraux depuis lors. Mais aucune de ces preuves ne portait sur un domaine qui invente une nouvelle génération de capacités tous les 6 mois, ce qui est précisément le cas des modèles de langage depuis leur explosion publique. La Californie de 2026 n'a peut-être pas rejoué le match, elle a peut-être compris qu'il fallait changer les règles du match. Construire in extenso demande des années, et un modèle de fondation moderne se dépasse lui-même avant même que l'administration n'ait fini de documenter son cahier des charges. Acheter en pur commercial, à l'inverse, expose à la merci d'un fournisseur qui peut changer ses tarifs, ses conditions, voire disparaître, sans qu'aucun élu n'ait voix au chapitre. Poppy et Claude achetés côte à côte, ce n'est peut-être ni l'ancienne doctrine ni la nouvelle. C'est une troisième voie que ni l'année du désastre ni celle de la riposte fédérale n'avaient les moyens d'imaginer à l'époque. Chapitre 4. La facture cachée de la double architecture.
Faire les deux à la fois ne coûte pas 2 fois moins de risques, ça coûte souvent 2 fois plus de gouvernance. Voici ce qu'aucun communiqué ne détaille, et c'est précisément ce qu'un dirigeant paie de sa poche ou de son budget. Faire coexister Poppy et l'accès direct à Claude, c'est faire coexister 2 politiques de sécurité et 2 comités distincts qui décident, chacun de leur côté, ce qui est permis ou non. Un agent de l'un de ces services qui utilisait déjà Claude de façon isolée doit désormais savoir, dans un cadre élargi à toute l'administration, lequel des 2 systèmes ouvrir selon la nature de sa tâche du jour. Ce choix, dans la plupart des grandes administrations, n'est écrit dans aucune procédure claire au moment du lancement. Il repose sur le jugement du manager de terrain, celui qui n'a ni le temps ni le mandat pour trancher une politique d'État et qui improvise avec ce qu'il a sous la main. Or, chaque système mal choisi pour la mauvaise tâche laisse une trace d'audit différente et engage un risque de conformité qui ne se répare pas de la même manière selon l'outil utilisé. Imaginez 2 guichets côte à côte dans la même préfecture, l'un tenu par un agent formé pendant 6 semaines à un logiciel maison, l'autre par le même agent formé 2 semaines de plus à un logiciel acheté, et personne au-dessus d'eux pour dire lequel des 2 dossiers va où. C'est cette image, plus que n'importe quel chiffre, qui résume la facture cachée. Un agent public déjà formé à un outil a payé, en temps de cours et en heures perdues, le prix de cet apprentissage. L'inscrire ensuite à un second outil, dont la logique et les limites diffèrent du premier, double ce temps sans jamais doubler la valeur produite en sortie, et personne au niveau budgétaire ne compte vraiment cette perte parce qu'elle se cache dans des colonnes différentes, formation d'un côté, licence de l'autre, jamais additionnée. Et c'est là que la question devient inconfortable. Qui, dans l'organigramme californien, a le mandat explicite de dire à un agent quel outil utiliser pour quelles données et qui vérifiera dans 6 mois que la règle a été suivie? Si la réponse est que cela dépend du bon sens de chacun, alors la duplication n'assure rien du tout, elle déplace simplement le risque du niveau de l'État vers le niveau de l'individu, du bureau du gouverneur vers le poste de travail d'un agent seul face à son écran, à qui on n'a jamais vraiment expliqué pourquoi 2 portes existent plutôt qu'une. Aucun des 2 communiqués du 29 juin ne mentionne un budget dédié à cette coordination, ni un responsable identifié pour la piloter, ce qui laisse penser que cette facture-là n'a simplement pas encore été chiffrée par personne, à Sacramento ou ailleurs. Chapitre 5. La grille de lecture finale. 2 systèmes ne sont une assurance que si quelqu'un a écrit, noir sur blanc, quand utiliser lequel. Alors, comment un dirigeant lucide doit-il lire ce 29 juin une fois la poussière de l'annonce retombée? La première question à poser n'est pas laquelle des 2 IA est la meilleure, c'est celle-ci. Existe-t-il dans cette organisation une règle écrite qui dit quelle catégorie de données va vers l'outil fermé et quelle catégorie de tâches va vers l'outil commercial? Si cette règle existe et qu'elle est appliquée, alors la duplication californienne est ce qu'elle prétend être, une couverture de risque assumée. Le sur-mesure sécurisé sert ce qui touche à la vie privée d'un citoyen. La frontière commerciale sert tout le reste, la productivité de bureau qui n'a rien de sensible à protéger. Mais si cette règle n'existe pas encore, si chaque agence improvise au cas par cas selon l'humeur du moment, alors les 2 annonces du 29 juin ne racontent pas une stratégie, elles trahissent une indécision non résolue, simplement financée 2 fois plutôt qu'une. Pour un DSI public qui regarde ce dossier de près, le bon test est simple à formuler et redoutablement difficile à passer devant son propre conseil d'administration. Peut-il nommer, aujourd'hui, sans convoquer une réunion supplémentaire, la tâche précise qu'il enverrait vers Poppy plutôt que vers Claude acheté? S'il peut répondre en une phrase, il tient une architecture. Mais renvoyer la question à un collègue ou hésiter revient à laisser grossir en silence une facture qui n'apparaîtra jamais comme telle sur une ligne budgétaire année après année. Du côté du contrôle parlementaire, la question se déplace d'un cran, vers la vérification que l'agent au guichet a fait le bon choix ce jour-là et sur quelle base précise il a tranché, plutôt que de se satisfaire d'un communiqué qui vante la modernité de l'administration. Et au bout de la chaîne, celui qui paie l'impôt n'a besoin que d'une seule réponse, celle de savoir si, quand il parle à un agent de l'État, sa donnée reste dans l'enceinte fermée de Californie ou transite par les serveurs d'une entreprise privée basée à quelques kilomètres de là, dans la même baie que celle qui a inventé la moitié des outils dont cet épisode parle. Le 29 juin 2026 n'a pas répondu à cette question. Il a seulement rendu les 2 portes plus visibles, l'une bâtie sur fonds publics au fil d'une année de pilote, l'autre ouverte à moitié prix par un accord commercial. La duplication n'est ni une preuve d'intelligence, ni une preuve d'échec en soi. Elle devient un pari sage le jour seulement où quelqu'un, dans l'organigramme, accepte de dire à voix haute lequel des 2 outils il refuse d'utiliser et pourquoi. D'autres États regardent déjà ce que fait la Californie et la tentation sera grande de copier l'architecture sans copier la discipline qui devrait l'accompagner,
d'annoncer à leur tour un outil maison et un accord commercial sans jamais écrire la règle qui départage les deux. Ce serait alors reproduire la partie visible de la stratégie californienne, la double annonce, la moitié prix, la formation gratuite, en oubliant la partie qui ne se voit pas sur une slide, celle où quelqu'un accepte de trancher. Vous écoutiez Californie, Poppy et Claude, construire et acheter l'IA. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.